média débat. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce débat public, une coproduction de Studio Kalangu au Niger, Studio Yafa au Burkina Faso et Studio Tamani au Mali, trois médias de la Fondation Hirondelle. Aujourd'hui, notre débat a pour thème quel avenir pour l'Alliance des États du Sahel. Il se fera en deux tranches, une première partie qui se déroulera en 45 minutes en compagnie d'invités sur le plateau et une deuxième partie de 45 minutes avec le public. Je suis Sekou Gadjigo de Studio Tamani au Mali avec moi pour co-animer ce débat. Aimé Roland Ouedaogo de Studio Yafa et avec le public Rafika Atayer de Studio Kalangu du Niger. Un public composé d'étudiants mais également de journalistes. Bonjour Rafika. Bonjour cher public, merci d'avoir fait le déplacement. Merci à vous aussi, chers invités. Je le disais tantôt, le 16 septembre 2023, le Mali, le Burkina Faso et le Niger signent la charte du Liptako Gourma et créent l'Alliance des États du Sahel AES. L'objectif de cette union est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle. 2 mois plus tard, la première réunion des experts des pays membres de l'organisation se tient à Bamako. À l'issue de la rencontre, les participants recommandent de renforcer la coopération entre les États membres dans le domaine des transports, de l'énergie, de l'industrie, entre autres. Quelques jours plus tard, les ministres des Affaires étrangères de l'AES se réunissent à Bamako. Au sortir de cette rencontre, ces derniers recommandent la création d'une confédération. Quel avenir pour l'AES, l'Alliance des États du Sahel? Studio Tamani et Studio Kalangu et Studio Yafa posent le débat ici sur le site du Festival Ogobanya. Pour répondre, nous avons 3 invités. Cheikh Oumar Doumbia, analyste politique, Célia Dalmeida, journaliste, et Abdoul Wahab Diakité, président de l'Association des consommateurs du Mali. Bonjour Aimé Roland Ouedaogo. Bonjour, comment vous allez, Sekou? À peine créé, l'Alliance des États du Sahel voit grand déjà une zone monétaire commune, une confédération, une banque d'investissement, l'analyse des ambitions de l'organisation dans ce reportage signé ici par Emirana Kiloumaïga de Studio Tamani au Mali. Pour Dr Ngolo Diarra, chercheur en relations internationales, l'AES a les moyens de ses ambitions, mais à condition qu'elle se départisse des puissances étrangères. Partir avec la France, bien partir avec l'OTAN, ou bien partir avec Moscou, l'Afrique doit sortir dans ça. Au XXIe siècle, en réalité, l'Afrique doit se réaliser. Si vous faites le coup d'État et allez se cacher derrière la Russie, et d'autres essaient de se cantonner, aller se cacher derrière l'OTAN, ça n'arrange pas l'Afrique. Donc il faut sortir dans cette situation pour que ça soit une réalité. Le continent arrive à se réaliser. Experte en gouvernance et démocratie, Adam Diko abonde dans le même sens. Selon elle, les ambitions de l'AES sont nobles, mais l'organisation doit relever un certain nombre de défis. Il y a eu des tentatives qui ont très vite avorté parce que très vite, les gens se sont rendus compte qu'ils n'ont pas la même vision ou que la mission n'était pas clairement définie. Je pense qu'il faudra que la vision et la mission, les principes soient clairement définis et que les pays adhèrent à ça et que ça soit progressif. Le deuxième défi, il faut que ça aille au-delà des personnes et que ça aille au-delà des sentiments. Il ne faut pas que ce qui nous conduit à cela ne soit pas un sentiment contre la France ou pour la Russie ou bien un sentiment d'homme, cet homme ou cette femme. Le Sahel est potentiellement riche pour se prendre en charge, soutient l'économiste Modibo Mao Makalou. Pour lui, le profit revient à mieux organiser les ressources naturelles entre les 3 pays. Ce qui me rassure encore plus, c'est que l'article 15 prévoit le financement par les contributions des États membres. Donc ça veut dire que nous comptons d'abord sur nous-mêmes. Tout ce qu'un État veut faire qui est priorisé, il doit le faire avec ses propres moyens. Si vous prenez le Mali et le Burkina, ce sont les 4e et 5e plus gros producteurs d'or en Afrique. Le Niger fait partie des 5 plus gros producteurs d'uranium au monde. Le juriste Issouf Roger Février recommande de développer des solutions qui permettent de moins importer. Pour cela, il propose de mettre l'accent sur les filières porteuses.
Aujourd'hui, pourquoi les pays occidentaux nous menacent avec leurs sanctions ou bien d'autres organisations de la sous-région? Parce que nous, on importe tout. Tout ce que nous mangeons, on importe. Donc, on doit aller vers la mécanisation de nos agriculteurs déjà, vers la formation de nos jeunes, vers la professionnalisation de nos jeunes dans tous les domaines. Il ne faut pas que nous ayons des diplômes dans des domaines qui ne rapportent pas. On doit aller avec des domaines ou bien des filières professionnelles pour que les jeunes puissent aller dans les champs. Selon ces spécialistes, les États de l'Alliance pour le Sahel ont suffisamment de ressources minières et de grands potentiels économiques pour honorer leur engagement sur le plan du développement économique. Alors, je voudrais vous faire réagir, Madame Cilia d'Almeida, représentant l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite NIMD. Comment vous appréciez ces différentes analyses sur l'AES, ses ambitions? Bonjour à vous et merci de m'avoir associé à cette initiative. Pour répondre à votre question, je pense que les analyses sont celles que tout le monde pose plus ou moins depuis l'annonce de la création de cette nouvelle entité régionale. L'Alliance des États du Sahel répond aussi à une dynamique qui est en cours dans notre zone, qui veut que les États veulent réunir, mettre ensemble leurs capacités. Il faut rappeler qu'au départ, c'est une alliance qui a une vocation de défense. Et si on regarde les défis auxquels ces trois pays sont confrontés, il allait de soi qu'ils se mettent ensemble pour mettre ensemble leurs efforts, leurs compétences, leurs capacités, leurs moyens aussi techniques pour faire face à la menace extrémiste, djihadiste, etc. Donc je pense que il y a beaucoup d'attentes qui sont nées aussi de la création de cette AES. Vos différents intervenants le disaient tout à l'heure. Il y a des demandes économiques, l'emploi, l'autosuffisance alimentaire, etc. Et comme l'une des intervenantes, je pense que c'est la directrice de la JICAD le disait, il faudra définir très clairement, dès le départ, quels sont les enjeux, quels sont les potentiels et les capacités aussi, et le calendrier de déploiement de ces différents domaines-là. D'accord. Eh bien, si vous avez... Je pense que nous allons rapidement faire un tour de table en donnant la parole à M. Abdoul Wahab Diakité. Vous êtes vice-président de l'Association des consommateurs du Mali. Votre avis sur ce reportage? Bon, en fait, merci bien. Je voudrais d'abord dire que l'Association des consommateurs est un réseau qui travaille conformément aux principes directeurs pour la protection des consommateurs édité par les Nations Unies. Donc, nous avons des droits et ces droits-là, toute association de consommateurs, que ce soit ceux du Niger ou du Burkina, nous travaillons tous pour ce respect. Bon, en ce qui concerne l'analyse, je suis parfaitement d'accord, mais je voudrais juste ajouter qu'il ne faudra pas que ce soit une alliance circonstancielle. Parce que c'est ce qui est extrêmement important. Et avec une alliance circonstancielle, c'est sûr que nous, nos droits ne seront pas respectés. Alors que dans tout regroupement, nous voulons juste que nos droits soient respectés. Et également, on parle de ces analyses. Pour que ces droits soient respectés, il y a un préalable, une vision commune, une mission commune, et également une lutte sans merci et déterminée contre la corruption à ciel ouvert. Parce que ce qui est sûr, sans cette lutte-là, nous, nos droits également ne seront pas respectés. Également, bon, que les dirigeants également se reconnaissent en leur état pour éviter les erreurs qui ont été commises dans le cadre de la CEDEAO, bon, sur lesquelles effectivement toute la communauté avait un espoir depuis l'élaboration du plan de Lagos. Si nous voyons tout ça, là, on est en train de revenir en arrière, quoi. Donc, si nous parvenons quand même à renoncer à nos privilèges individuels au profit des privilèges des communautés, c'est sûr que l'Alliance là pourra avoir un avenir certain. Sans cette lutte, nos droits ne seront pas respectés. Est-ce que M. Cheikh Omar Doumbia, vous êtes analyste politique, partagez-vous les mêmes avis que vos prédécesseurs? Pas vraiment. Je pense que
Monsieur Diakité a touché quelque chose de très important. C'est une dynamique qui a déjà existé. La CEDEAO est née dans de pareilles circonstances et contrairement à ce qui semble être avec le même type de dirigeants, avec des dirigeants militaires issus de coups d'État. Donc aujourd'hui, pour moi, le premier sentiment, c'est qu'un peuple qui ignore son histoire est condamné à la répéter parce que tout ceci a déjà été fait. Les demandes qui sont d'actualité aujourd'hui ont déjà été posées et les solutions ont été engagées. Maintenant, si nous ne sommes pas d'accord sur la méthodologie utilisée pour appliquer les solutions, ou nous ne sommes pas d'accord avec les mécanismes mis en place pour concrétiser ces solutions, nous pouvons certainement revoir cela, mais créer une nouvelle alliance, et les mêmes pays se retrouvent dans la CEDEAO. Et si on est légaliste, en tout cas, ces pays ne sont pas aptes tout de suite à quitter la CEDEAO, parce que les textes de la CEDEAO empêchent les régimes d'exception de quitter la CEDEAO. Donc, ils sont dans la CEDEAO et ils se retrouvent avec d'autres forces qui sont tout de suite aujourd'hui en tout cas indispensables au développement de ces pays-là parce que qui garantissent leur accès à la mer, qui garantissent leur accès à l'import et à l'export. Et quand on parle de consommateurs, il faut qu'il y ait le produit à consommer. Et un pays comme le Mali vit à plus de 70% d'importation et d'exportation. Donc, à quoi bon avoir une alliance parallèle à une alliance qui existe déjà? Mais déjà, ces trois pays ne se reconnaissent plus dans la CEDEAO. Ça, c'est idéologique, c'est l'idéologie politique. Mais ce n'est pas pratique, parce qu'il y a quelqu'un qui a utilisé un mot très intéressant dans le reportage, qui a dit que ces pays ont un potentiel économique. Pour le moment, c'est qu'un potentiel. Ils ont un potentiel, ils ont une idéologie, et comme je l'ai dit, l'AES, jusque-là, je le dis fréquemment, c'est un projet. Pour le moment, c'est rien d'autre qu'un projet. Et pour que ça soit concrétisé, et croyez-moi, il va falloir la CEDEAO et ça risque de. Alors, on de a l'impression que vous êtes animé par un certain scepticisme par rapport à l'AES. Qu'est-ce qui vous qui fonde ce scepticisme-là? Est-ce que c'est parce que d'autres organisations dans la région n'ont pas réussi que vous êtes un peu sceptique par rapport à la réussite de l'AES? Non, c'est surtout parce que c'est beaucoup plus une alliance qui naît de circonstances. Qui naît de circonstances qui sont beaucoup plus politiques, qui naît de circonstances qui relèvent des directives des dirigeants politiques et non forcément des besoins des populations. Parce qu'il faut en tout cas réussir à faire la part entre ces deux choses-là pour comprendre que, ok, si demain, par un quelconque miracle, le Burkina n'a pas le même dirigeant, certaines choses vont changer. Et ce qui risque de changer a 80% de chances d'impacter l'existence de l'AES. Si demain le Mali n'a pas le même dirigeant, la CEDEAO a plus de chances de résister que l'AES. Donc, tout de suite, l'AES, sa chance de survie, elle est au-dessous des 5%. D'accord. Célia d'Almeida, l'organisation a-t-elle les moyens de ses ambitions? Quand on a entendu ce reportage, on l'a dit, juste après la mise sur les fonds baptismaux de cette organisation, il y a eu une réunion où on a fait des recommandations comme la création d'une zone monétaire, comme la création d'une confédération. Est-ce que ces ambitions aujourd'hui, l'organisation a-t-elle ces moyens? Merci pour votre question. Je ne saurais répondre, à vrai dire, parce qu'aujourd'hui, les moyens dont disposent les États sont connus. Quels moyens vont-ils mettre à la disposition de l'organisation? Cela n'est pas encore très clairement défini, même si dans les statuts, il y a des pistes. Il faut se rappeler que ce sont 3 pays qui sont en crise. Une crise qui dure depuis 12 ans, pratiquement, pour le Mali. Si on extrapole pas trop loin de ça aussi pour le Burkina et le Niger qui aussi est rentré dans la danse. Donc, il faut se dire que c'est des États qui ont une volonté qui est affichée de se mettre ensemble. Et comme je le disais tout à l'heure à l'entame de ce débat, surtout sur des questions de défense. C'est le point de départ de cette alliance. Se mettre ensemble pour faire face aux défis de défense et de sécurité. Maintenant, comme le dit M. Doumbia, oui, il y a d'autres aspirations qui sont exprimées, et ces aspirations-là
datent d'hier. On espère qu'elles ne seront plus là demain. Et justement, c'est une opportunité, à mon entendement en tout cas, pour redéfinir des cadres de coopération. La CEDEAO, il l'a évoqué tout à l'heure, existe depuis une quarantaine d'années, a fait ce qu'elle a pu, mais aussi a eu des insuffisances. Et peut-être que cette alliance-là, il existe d'autres groupements où les pays sont membres d'entités communautaires plus grandes, mais se retrouvent aussi sur des intérêts communs. Donc je pense que ce n'est pas antinomique, mais il faudra, et cela c'est un impératif, que ces États-là définissent, comme vous le disiez tout à l'heure, quels sont les moyens de leur politique et qu'est-ce qu'ils veulent réellement entreprendre et dire quel est leur agenda. Parce qu'on ne peut pas dire, par exemple, que l'AES va l'année prochaine fournir des emplois aux jeunes du Mali, du Niger, du Burkina Faso. Ce serait utopique. Mais s'il y a une volonté et que cette volonté peut se traduire par les actes, il faudra aussi dire dans quelle échéance et comment on entend mobiliser des ressources pour y arriver en rappelant que le point de départ et le besoin premier exprimé est un besoin de travail sur les questions de défense et de sécurité. Okay. Monsieur Abdoul Wahab Diakité, pensez-vous que l'organisation a-t-elle les moyens d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fait fixer? Moi, je pense bien que cela est possible. Mais, comme l'a dit M. Doumbia, oui. les critiques en tout cas les analyses de M. Doumbia constituent un défi pour les experts des trois pays. Parce qu'il a fait une analyse réellement scientifique. Et ce sont les experts maintenant, ces trois pays qui doivent prendre ça en ligne de compte pour faire en sorte que les besoins, je le dis, je suis là en tant que consommateur, que nos besoins soient satisfaits. Et ce besoin ne pourrait jamais être satisfait si les experts travaillent sur un seul contexte. C'est-à-dire chacun travaille en ayant à l'idée uniquement son pays. Là, c'est déjà un échec. Et je comprends bien l'analyse de M. Doumbia dans ce sens-là. C'est pourquoi il parlait de plus de résilience au niveau de la CEDEAO. Effectivement, quand nous étions à l'école encore, mon professeur d'économie me disait que si l'Afrique voulait se développer, forcément, elle est obligée de mettre en œuvre le plan de Lagos. Mais malheureusement, tel n'a pas été le cas. Si aujourd'hui, avec des militaires, un nouveau contexte a été créé, donc c'est à nous, c'est-à-dire aux experts maintenant maliens, burkinabés et nigériens de tirer toutes les leçons pour faire en sorte que les attentes des communautés soient satisfaites. Parce qu'en réalité, personne ne peut aujourd'hui douter des potentialités. Est-ce que ces potentialités-là seront utilisées à bon escient pour la communauté? Voilà les questions. Sinon, en réalité, les communautés sont déjà en avance par rapport aux dirigeants. Moi, je suis président d'une association de consommateurs aujourd'hui. Mais déjà, nous avons des relations avec l'association libre de consommateurs de Burkina, aussi bien que celle nigérienne. Donc, nous voyons tout ça déjà. Mais est-ce que réellement nos dirigeants voient de la même manière que nous, communauté? Voilà toute la question. Merci bien pour toutes ces informations. Nous allons nous tourner vers M. Doumbia. Monsieur Doumbia, vous l'avez dit tantôt, nous avons la CEDEAO déjà, qui a été créée par, à l'époque, des dirigeants qui n'étaient pas des politiques forcément. On voit que l'AES aussi est créée par des dirigeants qui sont des militaires. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ces dirigeants aient une vision beaucoup plus politique pour que l'AES, dans les années à venir, puisse atteindre les objectifs qu'elle s'assigne? Alors, ou bien le plus important, ce n'est pas d'être politique ou militaire? En tout cas, une chose est sûre, pour que l'AES survive, il faut que l'AES puisse engloutir la CEDEAO. Les deux ne pourront pas vivre ensemble. Ça va être extrêmement compliqué. Je reviens faire une petite précision sur ce que Célia a avancé. En fait, ils deviennent antinomiques au moment où ils commencent à poursuivre les mêmes objectifs. Espace monétaire,
mécanisme, c'est là où le problème se crée. Lorsque l'AES a dit, bon, nous allons travailler en tout cas pour défendre dans la zone des 3 frontières, aucun problème. Mais une fois que l'on sort de ce cadre et qu'on vient dire, bon, tout ce que nous faisons à travers la CEDEAO, nous allons faire la même chose, il y a un souci. L'autre souci, c'est aussi ce sentiment d'éternel recommencement. S'il faut qu'à chaque fois qu'il y a des changements de régime ou des changements de leadership, que les pays africains se mettent à créer de nouvelles dynamiques sans que l'on se donne la possibilité de réparer les dynamiques existantes. Les choses qui ont conduit le Mali, par exemple, à se fâcher avec la CEDEAO sont des choses qui sont arrivées à presque tous les pays de la CEDEAO. Les gens, par exemple, au Niger, on a craint l'intervention militaire. En Côte d'Ivoire, la CEDEAO est intervenue militairement pour déloger un président, avec des contingents maliens, nigériens, burkinabés dedans. Les sanctions dont on parle en 2011, la CEDEAO a sanctionné de la même façon la Côte d'Ivoire, de la même façon d'autres pays. Donc, ce n'est que les règles. Et en face des règles, on ne peut pas simplement dire, bon, je quitte la table et je vais créer une nouvelle table qui est beaucoup plus flexible et beaucoup plus adaptée à ma condition. Il faut pouvoir dire, d'accord, en cas de ceci, il y a des protocoles additionnels à la charte de la CEDEAO. Les protocoles additionnels, c'est quand nous comprenons que ce que nous avons mis en place n'a pas prévu certaines circonstances, et quand ces circonstances arrivent, il faut travailler maintenant à mettre en place un mécanisme qui puisse répondre à ces cas-là. Et je pense que ça, ce serait beaucoup plus propice, quelle que soit la nature du dirigeant, quelle que soit sa nature, qu'il soit militaire, qu'il soit politique. Le plus important, je pense, reste le bien-être des populations. Et quand il s'agit du bien-être des populations, l'éternel recommencement est non seulement budgétivore, parce qu'aujourd'hui, ces réunions d'experts ont un coût. Rien que pour arriver à avoir la clarté de la vision, on met beaucoup plus d'argent. Alors qu'aujourd'hui, la CEDEAO est engagée dans une dynamique qui est beaucoup plus africaine, qui va dans le sens de l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui tient en compte absolument de tout ce que moi, en tout cas, j'ai pu lire dans les documents de l'AES. Quand on parle de monnaie commune, l'agenda 2063 parle de monnaie commune pour toute l'Afrique. Quand on parle d'espace commun, l'agenda 2063 parle d'un espace de passeport déjà de zone, puis de passeport africain, et avec des pays comme de l'Afrique de l'Est aujourd'hui qui sont en train d'ouvrir les frontières à tous les Africains. Je pense que ce n'est pas nécessaire d'à la fois engager des ressources humaines et financières dans une voie qui existe déjà, qui peut certainement avoir besoin d'être améliorée, mais qui existe déjà. Alors nous allons partir pour notre second élément de ce débat avec Aimé Ouedraogo. Effectivement, l'ambition ne suffit pas, mais il faut avoir les moyens de l'atteindre. Pour le journaliste et spécialiste du Sahel, Seydik Abba, l'Alliance des États du Sahel peut être confrontée à de nombreux défis. Il est introduit par Rafika Attaher. On l'écoute. Le défi le plus important pour l'Alliance des États du Sahel est un défi logistique, est un défi en termes de ressources financières, en termes de ressources humaines. Aujourd'hui, compte tenu de l'environnement de ces pays, ils peuvent être confrontés aux difficultés de ressources financières particulièrement. C'est un vrai défi pour ces pays de pouvoir mobiliser des ressources pour travailler ensemble. Il y a un deuxième défi, c'est de pouvoir s'élargir à d'autres pays, c'est de pouvoir s'élargir à ces pays du Golfe de Guinée pour travailler ensemble. Il y a un troisième défi, c'est le défi en termes de ressources techniques, des ressources d'équipement. Aucun de ces pays aujourd'hui n'a suffisamment de moyens sur le plan de l'aviation légère de combat. Mais malgré tous ces défis qui se posent à cette alliance des États du Sahel, si elle réussit à montrer qu'elle-même, elle a de la volonté, les autres partenaires vont pouvoir l'accompagner. Et le piège pour l'Alliance des États du Sahel serait de considérer que la menace est sécuritaire et militaire. Il faut, à côté des moyens militaires et sécuritaires, la question du développement, de la gouvernance, de la cohésion, de l'intégration des populations pour avoir une réponse aux défis sécuritaires au Sahel. Alors, Célia Dalmeida, partagez-vous cette lecture de Seydik Abba concernant les défis de l'Alliance ? Oui, on peut dire que je la partage parce que, comme disait M. Doumbia tout à l'heure, les États qui composent l'AES, et il est écrit dans les statuts qu'elle peut s'élargir effectivement à d'autres pays, et ça pose, oui, la question de la viabilité de cet ensemble-là, avec les ressources qui existent, on l'évoquait tout à l'heure, avec les ressources qui existent, avec une volonté affichée, certes, mais
des contingences. Voilà, des contingences, un contexte économique qu'il ne faut pas nier, qui ne va pas s'améliorer. On voit ce qui se passe dans le monde entier. La zone du Sahel n'est pas une zone d'exception. Et on peut se dire que, pour revenir à la question de l'ensemble régional par rapport à la CEDEAO, que c'est peut-être aussi un moyen de permettre à la CEDEAO aussi de se remettre en question. Peut-être qu'avec tous les défis qui appartiennent à toutes les organisations régionales, comment faire en sorte que les regroupements soient ceux des peuples et non ceux des dirigeants. Voilà, comme il l'a dit, ça va être l'éternel recommencement si le cadre dès le départ n'est pas clairement posé. Je pense que c'est aussi une opportunité de dialogue. Pour nous, au NIMD, dont l'ADN est la promotion du dialogue politique inclusif, nous pensons que l'AES est une opportunité pour les dirigeants de la région et pour les dirigeants de la région et ceux d'autres entités comme la CEDEAO, l'Union africaine, etc., de reposer de nouvelles bases pour cette intégration régionale que nous voulons, qui n'est pas seulement militaire et qui ne serait pas seulement économique non plus. Parce que la CEDEAO, on est arrivé à dire oui, mais c'est une entité économique, elle n'a pas à se mêler des affaires politiques. Nous voyons bien que non, l'un ne va pas sans l'autre. Donc il va falloir que nos dirigeants s'asseyent et se parlent et redéfinissent les bases sur lesquelles nos entités régionales doivent fonctionner. Je pense que c'est une étape indispensable pour que cette confiance-là qui s'est effritée des populations elles-mêmes à l'endroit des entités régionales. Si on voit que les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens applaudissent aujourd'hui l'AES, c'est parce qu'il y a eu une cassure de la confiance vis-à-vis de la CEDEAO pour tout ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années. Donc je pense qu'il y a une nécessité de discuter, de s'asseoir et de se poser les bonnes questions sur les objectifs qui sont communs, sur la question de la souveraineté. Le Mali célèbre sa souveraineté retrouvée, mais part dans des entités régionales. Comment est-ce qu'on gère ça dans notre souveraineté ? Est-ce qu'on va arriver à un moment où on va devoir la renier ? Il y a énormément de questions qui se posent, mais je pense que le Mali, en tant que pionnier du panafricanisme, ne peut de toute façon pas se dédire. Et c'est pareil pour le Burkina Faso et le Niger, par rapport à cette volonté de faire partie d'un ensemble plus grand qui va au-delà des intérêts circonstanciels et circonstanciés des pays et avoir une vision d'une Afrique qui est une et qui travaille au bien-être des populations. Monsieur Diakité le disait tout à l'heure, il faut que la population, le bien-être de l'humain africain, malien, nigérien, burkinabé, reste au centre des préoccupations. Justement, Madame Célia, est-ce que ce n'est pas en voulant intégrer plusieurs pays que le problème se pose ? En voulant élargir l'AES, oui. Bon, c'est une question de vision. C'est une question de vision. Et comme on le disait tout à l'heure, plus on est nombreux, plus on est fort. C'est ça l'idée. Maintenant, il faut aussi se poser la question de la viabilité d'un ensemble où les réalités sociales, culturelles, les réalités sécuritaires, même si la menace est en train de s'étendre malheureusement vers ces pays côtiers-là. Et il y a de véritables questionnements. Il y a de véritables questionnements auxquels il faudra répondre et qui vont être le soubassement de la viabilité de cette entité, de cette nouvelle entité régionale. La question de la défense et de la sécurité nous semble aujourd'hui celle qui est la plus mise en avant. Et peut-être que, comme on parlait d'échelonnement tout à l'heure, qu'il faudra peut-être mettre des étapes et travailler sur les problèmes les uns après les autres, en espérant qu'entre-temps, la question de la confiance, de la rupture de dialogue soit réglée et que l'on puisse se parler en tant que pays appartenant à une même, c'est comme on l'a dit pour la CEDEAO, une même communauté de destin. Merci. Alors, Monsieur Wahab Diakité, vous, en tant que président de l'Association des consommateurs, au-delà de tout ce que vient de dire notre analyse, mais ce que vient de dire également Célia Dalmeida, pour vous, quels peuvent être les autres défis de l'AES ? En fait, avant de répondre à cette question,
Il faudra d'abord souligner un aspect très important. Quand on parlait des protocoles additionnels au niveau de la CEDEAO. Mais nos dirigeants se sont servis de ces protocoles additionnels pour abuser de la chose publique. On n'a jamais mis un mécanisme sur place condamnant en tout cas les dirigeants qui abuseraient de la chose publique. Vous parlez de nos dirigeants la mauvaise gouvernance. À l'époque de la CEDEAO ou... Non, à l'époque d'abord de la CEDEAO. Parce que si aujourd'hui, il y a les différents coups d'État dans ces différents pays-là, parce qu'à un moment bien déterminé, les protocoles additionnels n'ont pas prévu de mécanisme luttant contre la corruption, également quand les dirigeants abusaient de la chose publique. On n'a jamais mis ça dans les protocoles additionnels. Donc aujourd'hui, finalement, le politique a cru, une fois arrivé démocratiquement au pouvoir, on pouvait tout faire. C'est ce qui a amené ces différents changements-là. Bon, nous, en tant que consommateurs, qu'est-ce que nous voulons? D'abord, la sécurité. Ça, c'est le premier droit des consommateurs. Et effectivement, autour de cela, on n'en discute pas. Deuxièmement, nous luttons carrément contre la corruption. Parce que c'est la corruption qui fait en sorte que nous, c'est-à-dire le droit à la satisfaction des besoins essentiels ne peut jamais être satisfait tant qu'il y a la corruption. C'est impossible. Parce que quand on parle de biens essentiels, le droit à l'électricité, à l'éducation, à la santé, etc., etc. Mais je vois bien que dans ces différents pays-là, il y a en tout cas des actes qui sont posés. Des actes qui sont posés et qui rassurent un peu. Je dis qu'ils rassurent un peu, mais qui ne rassurent pas totalement parce qu'il faut aller jusqu'au bout. L'autre jour, le président Traoré disait qu'il avait échoué dans le cadre de la lutte contre la corruption. Et également au Mali, on a... C'est que dans le temps, on disait que l'ASCOMA était un parti d'opposition dans la mesure où on avait toujours demandé de faire l'audit financier et administratif de la société d'énergie. Et on a même eu à adresser une correspondance au défunt président en 2015 en lui disant qu'attention, ils sont en train de nous amener sur une fausse piste en nous disant que le coût de production c'est 200 francs et puis le coût de vente c'est 80. Non, il y a autre chose là-dedans. Mais aujourd'hui, ces actes-là, on est en train de les prendre tout doucement. Donc aujourd'hui, est-ce que nos dirigeants-là seront prêts à renoncer à leur avantage individuel au profit des communautés? Parce que déjà, les communautés sont sur la base de l'Union. Si les dirigeants de la CEDEAO n'avaient pas dévié, c'est sûr qu'en 2020 déjà, il y aurait eu la CEDEAO des communautés. Mais tel n'a pas été le cas. Aujourd'hui, quelle tracasserie nous avons en traversant juste les pays de la CEDEAO. Et nous, consommateurs, notre défi, c'est de faire en sorte que, moi, en tant que Malien, quand je vais au Burkina, les postes de contrôle, les postes de sécurité ne se transforment pas en postes de contrôle. Que j'ai la possibilité de circuler librement au Burkina avec mon assurance d'ici, qui ne sera pas renouvelée 3 mois seulement, et 3 fois seulement. C'est ça d'abord la libre circulation des hommes et des biens. C'est ce que nous attendons. Voilà. D'accord. Alors nous allons parler à présent de l'avenir de l'AES. Quel avenir pour cette organisation? On sait que plusieurs organisations ont précédé l'AES dans la région, mais la plupart a été un échec. Alors quel avenir pour l'AES? Martin Kaba du studio Yafa au Burkina Faso a tendu son micro à Blaise Kientega, journaliste et analyste politique burkinabé. Nous l'écoutons. Je pense que l'AES est une bonne chose parce que déjà on va effacer les frontières. Ça va permettre au pays donc de circuler, des armées de circuler librement donc, dans les zones des 3 frontières. Et ça va, de mon point de vue, permettre de résoudre la question du terrorisme. Si on a des mécanismes qui facilitent la mise sur pied d'un certain nombre d'outils,
de développement, parce qu'on sait aussi que ce n'est pas seulement sous le plan militaire qu'on va résoudre le terrorisme. Il y a aussi l'aspect de la diplomatie, parce que les groupes armés ne sont pas des individus isolés. Il y a des gens certainement qui financent, il y a des gens qui sponsorisent donc leurs actions. Sous le plan diplomatique, ça va être important. Et sous le plan du développement, plus la population sera au travail, plus il y aura des investissements structurels, il y aura le retour de l'État dans certaines zones, mieux les terroristes auront du mal à recruter donc substantiellement du personnel. Donc moi je pense que ces trois éléments combinés de la LES peut être une bonne perspective pour donc les trois pays. Alors, Cheikh Oumar Doumbia, est-ce qu'on peut dire que dans le domaine sécuritaire, l'AES peut réussir, mais dans les autres domaines, ça laisse en tout cas, ça donne à réfléchir pour le moment? Alors, la réussite actuelle est militaire, elle n'est pas sécuritaire. La différence, elle est claire. Parce que réussir des opérations militaires, je pense que le président de la transition malienne a même été beaucoup plus spécifique sur ça. Quand il dit que nous menons des opérations militaires, et c'est ces opérations militaires que nous réussissons. Mais en termes de sécurité, la sécurité, elle est humaine. Elle inclut des notions qui sont d'ordre de développement, d'accès à l'éducation, d'accès à la santé, d'accès à tout ce qui est développement socio-commun de base. Et tout de suite, dans ces zones-là, ce n'est pas le cas. Au Mali, on parle de plus de 11 000 écoles fermées. Donc la sécurité humaine, en tout cas, nous ne l'avons pas encore atteint et il nous reste beaucoup à faire sur ce champ. Justement, il y travaille. Bon, je ne juge pas ce qui est en cours. On ne peut pas analyser ce qui est en cours, on analyse ce qui est fait. Donc, en tant qu'analyste, je ne peux que parler de ce qui est fait. Ce qui est fait, c'est que des opérations militaires ont été conduites avec succès dans la zone des trois frontières, et cela est indéniable. Mais la question de sécurité, c'est une toute autre question, et je pense qu'on aura le temps d'observer cela. Mais il ne faut pas non plus sauter une étape et dire que bon, la sécurité est en train d'arriver où elle est là, alors que ce n'est pas le cas. L'autre chose qui est importante par rapport au protocole additionnel, il y a un jeu politique très difficile à jouer à ce niveau. Le jeu politique est complexe. C'est complexe non seulement pour la CEDEAO, mais pour toutes les organisations qui sont internationales. C'est faire la part entre accompagner les États membres et ne pas tomber dans l'ingérence. Et la CEDEAO s'implique. Dans le cas malien, je sais que les sanctions ont conduit les Maliens à avoir un sentiment particulier envers la CEDEAO. Mais il faut se rendre compte que même avant le coup d'État, tous les chefs d'État de la CEDEAO sont venus ici pour essayer de remédier à la situation. Ils ne sont pas aussi inefficaces qu'on veut le croire. Et il faut aussi savoir que quand une situation se gère entre plusieurs chefs d'État, elle se gère en silence. Elle se gère de telle sorte que nous, on n'entend pas ce qui se passe. Bon, pour avoir été conseiller politique à certains niveaux, je peux vous dire que les chefs d'État de la CEDEAO, que certains, ils ne sont plus là. Je peux vous dire, par exemple, que Alpha Condé a fourni énormément d'efforts pour empêcher que le Mali arrive là où il est, sur énormément de choses. Qu'il y a eu énormément de conflits entre le président Ibeka et le président Macky Sall et autres sur beaucoup de questions. Et que c'est ça. Mais les chefs d'État ne vont pas venir dire à la télé, bon, nous ne sommes pas d'accord sur telle ou telle question. Ce que l'on voit, c'est la partie diplomatique, la partie intéressante de la chose. La différence avec les dirigeants actuels, c'est qu'ils ont beaucoup plus de facilité à venir parler du fond de l'État avec les populations. Et les populations prennent confiance en cela. Mais même là, on sait que ce n'est qu'une partie de ce qui se passe qui est révélé aux populations. Donc je pense que le jugement envers la CEDEAO est quand même suffisamment sévère et c'est tout à fait normal parce que c'est une organisation dont le porte-parole, c'est des chefs d'État. Et c'est peut-être là où aussi il faut commencer à changer le mécanisme de la CEDEAO. Vous avez fait casse, pas pour vous arrêter, mais d'une étape sautée. Selon vous, l'étape primordiale était laquelle? L'étape sautée par rapport à l'AES? Oui. Mais aujourd'hui, là où on se trompe, je peux même citer le Premier ministre malien qui a été très avisé sur la question quand on lui a parlé de la monnaie commune AES. Il a dit qu'il faut laisser ça aux experts pour réfléchir dessus. Le Mali a une expérience particulière quand il s'agit d'avoir sa monnaie, qui n'est pas une monnaie qui inclut les autres pays. Nous savons ce que c'est. On a fait ça et ça n'a pas marché. Les gens tirent des conclusions hâtives en disant que bon, le franc malien n'a pas marché parce que simplement c'est la France. Ce n'est pas aussi simple que ça. Pour sauver cette monnaie, on est allé jusqu'à faire un accord monétaire avec la France que Giscard est venu négocier. Giscard qui était ministre de l'économie puis devenu président de la France. Cette monnaie n'a pas marché pour des raisons structurelles. Et ces mêmes raisons touchent tous les pays de l'AES. Donc si l'AES aujourd'hui a une monnaie,
et qu'elle va devoir commercer à travers ces États voisins qui ne sont pas forcément ouverts à ça, une alternative aurait été ce que le Maroc a proposé. Mais on a très vite vu l'Algérie et la Mauritanie dire non. On ne va pas accepter ça, parce que économiquement, ce n'est pas en leur faveur non plus. Donc je pense que réellement, il y a ce que l'on veut, il y a ce que la géopolitique nous impose et dont il faut tenir compte. Donc, c'est une bonne idée, c'est un joli projet, mais je pense politiquement, en tout cas, ça va être très difficile à vivre. Madame Célia, si vous partagez les mêmes avis que M. Doumbia. Je dirais que on parle des défis et de l'avenir. Et il n'existe pas d'entité ou de pays sans défis. Ceux de la région du Sahel, encore plus que d'autres, parce que longtemps restés sans s'ouvrir sur les questions de développement, sur les questions d'endogénisation de la démocratie, etc. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une opportunité de faire différemment, une opportunité d'écouter les désirs, les aspirations des populations et de faire différemment. Je voudrais voir la chose sous cet angle-là et peut-être dire que l'avenir de l'AES, mais et de la CEDEAO et même de l'Union africaine va dépendre aujourd'hui de la transformation de ces aspirations, de la concrétisation de ces aspirations, de quitter le champ du discours politico-politique. Et il y a au niveau CEDEAO, au niveau Union africaine, des pistes, des actions. On parle de la ZLECAf au niveau de l'Union africaine. La CEDEAO est très avancée, au point que d'autres entités régionales nous envient l'intégration économique de cette zone. Donc, il me semble que la création de l'AES vient un peu rebattre les cartes et donner peut-être au Mali, au Niger et au Burkina Faso et peut-être à d'autres pays qui les rejoindraient une opportunité de faire bouger les lignes et de montrer que la politique, la sécurité, le développement peuvent se faire autrement. On parlait de protocole additionnel tout à l'heure. Là, il y a un protocole additionnel sur la gouvernance et la démocratie au niveau de la CEDEAO. Mais comme le disait M. Doumbia tout à l'heure, ce sont les chefs d'État qui ont freiné. Et je ne vais pas dire les noms des chefs d'État qui ont freiné, mais certains ont aujourd'hui du poids dans le dossier du Sahel. Donc, il y a aussi beaucoup d'intérêts. Je parlais de souveraineté tout à l'heure. Oui, on veut se mettre ensemble, mais les États ont des intérêts particuliers. Donc, il va falloir réussir à mettre tout ça en musique, à faire en sorte qu'on passe d'intérêts nationaux à une vision qui est réellement régionale et de mettre ensemble les trois États du Sahel central pour travailler n'est pas quelque chose de non pertinent. Nous, au NIMD, nous avons une coordination Sahel. C'est pour vous dire que c'est des États qui sont confrontés à un même type de problème, qui ont une volonté de se mettre ensemble pour travailler. Maintenant, saisir cette opportunité, comme je le disais tout à l'heure, de cette aspiration qui est exprimée par les populations, qui rejettent un certain type de fonctionnement, qui aspirent à une autre façon de faire les choses. Justement, et proposer une nouvelle donne. En prenant en compte l'aspiration des populations, M. Diakité a fait cas de la Avec votre permission, corruption. je pense que la première partie de l'émission est presque terminée. Nous n'avons qu'une minute. Peut-être donner la parole à M. Wahab Berté, le représentant de Wahab Diakité, représentant de l'association des consommateurs. Quel peut être l'apport de la population, des populations pour cette réussite de l'AES en 2 mots? En 2 mots, maintenant le problème revient. Parlez dans le micro. Aux experts. Le micro. Le problème revient maintenant aux experts et aux communautés représentées par les associations de consommateurs. Pour vous dire déjà que nous avons en vue d'organiser une rencontre au Burkina et très prochainement nous verrons au Mali le ministre des Affaires étrangères.